Bonjour Didier Julia, merci d'être là. À vos côtés, le journaliste Marc Fauchou qui a donc fait cette enquête. Vous tiquiez en disant tente de réhabiliter, vous ne voulez pas réhabiliter Didier Julia. Il y a du pain sur la planche, vu toutes les critiques de l'ensemble des confrères journalistes et de vos amis politiques à droite, à gauche, de partout. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de raconter l'histoire, ce qui s'est passé avec les personnages qui ont été clés dans cette histoire. Et à certains moments très précis, Didier Julia a été clé. Mais les personnages les plus importants, j'ai envie de te dire, sont d'autres personnes complètement inconnues dont je vais parler. Très bien. Alors, Didier Julia, on va reprendre déjà plusieurs étapes parce que c'est vrai que vous êtes mis la classe politique à dos, les journalistes, un peu ridiculisés. Oui, c'était dans le passé parce que maintenant, les choses ont beaucoup changé. Ah bon? Parce que j'ai vu. Vous avez tellement, quand vous voyez les journalistes qu'on a interviewés. Oui, enfin, tous les journalistes, c'est une chose, mais les collègues, c'est une autre chose. Vous avez vu que les députés ont serré les rangs, si je puis dire, et que nous avons créé une mission d'information sur le fonctionnement des services de renseignement qui va se mettre en place au début du mois de février. Alors, l'histoire commence donc avec Philippe Brett, qui a été le garde du corps de Bruno Gollnisch, le numéro 2 du Front National, et Philippe Evano, chercheur en histoire que Brett a croisé dans les couloirs de Radio Courtoisie. Comment vous les avez rencontrés déjà, ces deux gars-là? C'est eux qui ont fait appel à vous. On découvre un peu ça dans le livre de Marc Fauchou. Alors vous n'ignorez pas qu'en 2002, je suis allé en Irak avec certains collègues pour casser l'embargo. Quel était le but de ce voyage? Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait un embargo qui empêchait les Irakiens d'avoir tout ce qu'on appelle des fournitures comportant de la graisse, y compris le lait. C'est-à-dire que les enfants, les nouveau-nés, mouraient. Donc là, vous y êtes allé en 2002, mais comment vous avez rencontré ces deux personnes qui ont des profils très particuliers? J'y suis allé avec Philippe Brett. C'est à ce moment-là que vous les avez rencontrés? Non, mais je connaissais Philippe Brett. Je suis allé avec Philippe Brett dans le même avion. Avec quelques parlementaires, et nous sommes allés en Irak. Donc on est déjà allé plusieurs fois en Irak. Pour casser l'embargo? Quel était votre pouvoir d'action? Eh bien, le pouvoir d'action a été très simple. D'abord, on nous avait interdit d'aller en Irak puisqu'il y avait l'embargo. Nous y sommes allés par une ruse très simple, c'est-à-dire que sur notre avion, puisqu'on devait abattre notre avion, on a mis la cocarde tricolore, ce qui a fait d'ailleurs un scandale ensuite. Là, c'est une autre histoire, Didier Julia. Mais il me demande pourquoi. Alors je lui réponds. Donc, en allant là-bas, on a montré l'ouverture et derrière nous, des sociétés sont venues livrer de l'huile, du lait, etc. Et donc en tout cas, vous avez comme ça lié connaissance, on va dire, avec Philippe Brett. Et alors, vous avez contacté Marc Fauchou à un retour de votre voyage à Amman, en Jordanie. C'est ce qu'on... Allez-y. Non, c'est pas exactement ça. C'est un peu ça. Que je suis Didier Julia dans la tentative de libération de Chenomal Bruno à Damas. Elle échoue, mais j'ai pu rencontrer certaines personnes et chez ces gens-là, il y a des gens très sérieux. Et au cours d'un deuxième voyage à Damas, je vais rencontrer la personne clé qui s'appelle Khaled, qui est un marchand de légumes à Rungis. Cet homme-là est un personnage clé dans toute l'histoire. On va en parler. On va en parler, mais vous rencontrez donc Didier Julia à cette occasion, à ce voyage, et vous écrivez « Les choses sont mal engagées, mais pas question pour Didier Julia de renoncer au moment de ce voyage. S'il veut compter sur des moyens officiels français au moment de sortir les otages, mieux vaut être crédible. Alors il va faire comme si tout était sur le point de réussir et entretenir l'illusion. Il affirme avoir de sérieuses nouvelles à propos des otages. » Donc ça commence par un énorme mensonge, dit Monsieur Julia. C'était à quelle date? Ça, c'était en septembre 2004. Donc ça commence par un énorme mensonge. Vous voulez déjà entretenir l'illusion, vous vouliez faire croire un certain nombre de choses, quoi. Non, mais je comprends pas. Ah bah c'est simple pourtant. Et c'est votre... Attendez, en septembre, c'était en fin septembre ou en début septembre? 5 septembre 2004. Ah, le 5 septembre, alors... Non, entretenir l'illusion. Est-ce que tout votre rôle, c'était pas d'entretenir l'illusion, de vous donner plus d'importance que vous en aviez? Quand je suis allé à Amman, c'était à Amman, le 5 septembre, c'était simplement à la fois une visite de famille avec des amis et pour prendre des informations sur ce qui pouvait se passer. Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'écrit Marc Fauchou qui vous a suivi. Marc Fauchou a écrit un livre qui est indépendant de moi. Je ne lui ai pas demandé d'écrire un livre. On n'est pas tout à fait en accord sur il trouve que vous entreteniez l'illusion. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est pas un reproche qu'on peut vous faire. Quand il écrit plus tard, lors d'un autre voyage, au loin, j'aperçois les premiers crépitements, puisque vous l'avez suivi, de flash des journalistes. La bousculade qui se fit n'a rien à envier à une sortie de Conseil des ministres. C'est en spectateur que j'assiste au bain de foule du député. À l'évidence, il apprécie. Oui, alors dans ce cas-là, vous avez deux attitudes à prendre. Quand vous arrivez dans un lieu, vous avez 80 journalistes en face de vous, il y a deux choses à faire. Ou bien vous tournez le dos, vous courez, vous vous enfermez dans la chambre avec tous les journalistes à vos trousses qui tapent sur votre chambre, ou bien vous faites face. Mais vous les avez sollicités, c'est ce que vous, par exemple, Marc Fauchou, si, les gens de l'équipe, les gens de votre équipe les sollicitent, vous avez sollicité. Non, moi je n'ai rien sollicité. Les gens de votre équipe, c'est vous. Certaines personnes de l'équipe. Dans ce qu'on appelait les pieds nickelés, il y a vraiment de tout. Il y a aussi des pieds nickelés dans l'équipe de Didier Julia, c'est ça? Non, plus ou moins. Non, c'est ce qui a provoqué les journalistes, c'est un appel qu'a lancé Brett lorsqu'il était à Al-Karma,
en demandant une ouverture protégée pour sortir les otages entre Al-Karma et Bagdad. À partir de là, ça a fait un schtroumpf épouvantable et tous les journalistes sont venus. Mais expliquez-nous quelque chose, par exemple, de très simple, avant que vous puissiez développer. Quand Brett dit qu'il est avec les otages, oui. et qu'on s'aperçoit qu'il ment et qu'il n'est même pas à l'endroit qu'il dit, c'est ridicule, monsieur Julia. Non, pas du tout. Ah bon, c'est pas Il ridicule. Il l'a expliqué, alors vous n'avez pas lu le livre. Si, mais j'aimerais que vous m'expliquiez parce que tout n'est pas très clair. Parce que moi, j'ai demandé à Brett ce qui s'était passé. Ah oui, il travaille avec vous. Voilà ce qui s'est passé. Brett, effectivement, appelait du territoire syrien, c'est-à-dire qu'il était à la frontière. Et, sans les otages. Sans les otages. Ah. Et s'il avait dit, comme derrière nous, nous avions des bombardements sur le territoire irakien, s'il avait dit « les otages sont en route 4 heures derrière moi », les otages ne seraient pas arrivés entiers. Ils auraient été bombardés par les avions. Mais il n'était pas avec eux. Non, pourquoi écoutez-moi, ils étaient 4 heures, en principe, 4 heures derrière lui. Oui, mais donc déjà, c'était pas ça, quoi. Il n'était pas avec eux, c'est pas ce qu'il disait sur Europe 1. Et s'il avait dit qu'il était 4 heures derrière eux, il y aurait... Oui, mais s'il avait rien dit, ça aurait été plus simple. Ah, certainement. Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. S'il avait rien dit, c'était plus simple. Beaucoup plus simple. On continue et je vous laisse parler. Il y a une phrase, moi, que j'ai trouvée terrifiante dans le livre, c'est pour ça que ce n'est pas une réhabilitation. À un moment donné, vous dites... Mais je vous signale que je n'ai pas besoin de réhabilitation. Un peu quand même, aux yeux de l'opinion, quand même un petit peu, monsieur Julia. Non, l'opinion, mais tout à fait... Je n'ai que des témoignages de sympathie, je n'ai pas de témoignages de critique. Les autres doivent vous être cachés. Vous dites, le 29 septembre 2004, vous écrivez « Les ravisseurs sont déterminés à remettre les journalistes à l'ambassade de France à Bagdad. Brett s'y oppose formellement. Hors de question, il s'est engagé à ramener les otages à Damas, à Didier Julia. » Vous voulez dire que... Oui, j'ai demandé à Brett ce que correspondait ce passage. Oui. En fait, Brett n'était pas le chef de l'armée islamique. C'est l'armée islamique qui a décidé de faire passer les otages d'un côté ou de l'autre. Mais là, manifestement, ils étaient d'accord pour aller à l'ambassade de France et pas à vous. S'ils étaient d'accord, ils l'auraient fait. S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait. Bah là, on a l'impression dans votre livre, Marc Fauchou, que c'est un peu les pieds nickelés, comme certains les ont appelés, qui les ont empêchés de remettre les journalistes plutôt aux autorités françaises. C'est votre analyse? Là, vous relevez des points très précis, effectivement, ceux qui sont très interpellants quand même. Qui interpellent quand même. Le cheminement du livre, c'est pas ça. Allez-y. Le cheminement du livre, c'est de dire qu'autour de Didier Julia gravitent des gens, et notamment ce franco-irakien, Khaled, qui, eux, vont avoir des informations de première main, qui vont alimenter Didier Julia. Et ces informations, elles vont être déterminantes et elles vont même provoquer la sortie, notamment de Florence Aubenas et de Christian Chesneau. Ça, c'est une réalité. C'est pas la réalité que des crises. Est-ce que vous avez appelé, par exemple, Christian Chesneau pour faire votre livre Moi, je n'ai appelé personne, ni Didier Julia, je sais pas le livre de Jean, c'est le livre d'une enquête. Mais dans votre enquête, ce que je viens de dire là, puisque vous l'écrivez noir sur blanc, est-ce que vous trouvez que Didier Julia, par exemple, a retardé la libération d'un certain nombre d'otages? Ce que disent les spécialistes du dossier. Il a perturbé et il a retardé, notamment sur ce passage-là, même s'il a peut-être fait avancer par ailleurs. L'histoire est terminée avec la sortie de Florence Aubenas? Je pense que non. Voilà. C'est pas ce que vous écrivez. Non, il y a des perturbations. In fine, est-ce que ça... Non, parce que faut prendre un élément important du bouquin. Dans la libération d'Aubenas, peu de temps avant, il y a un contact qui est pris avec les ravisseurs, entre le Quai d'Orsay et les ravisseurs. Et ce contact, c'est quelqu'un de la bande de Didier Julia qui va l'établir. Grâce à Didier Julia? Depuis Amman. Grâce à Didier Julia? C'est quelqu'un qui appartient à la mouvance Didier Julia. Et ça, c'est une réalité, on peut pas... Et c'est un coup de téléphone qui va arriver au Quai d'Orsay. Et cette fois-ci, au Quai d'Orsay, on va faire le pont avec les ravisseurs. Alors, comment vous expliquez, Didier Julia, que l'ensemble de la classe politique à l'époque, des gens directement concernés par le dossier, Serge July, notamment, Florence Aubenas en sortant, les principaux concernés, les autres otages, disent que vous avez vraiment, mais alors, compliqué les dossiers, voire vraiment... Non, personne ne peut prouver une chose pareille. Ils le disent et ils étaient aux premières loges. Pouvez-vous expliquer pourquoi Florence Aubenas m'a appelé à l'aide? Vous voulez me l'expliquer? Elle a plus ou moins dit quand même en sortant qu'elle a lu un papier qu'on lui demandait de lire. Oui, quoi. Oui. Et pourquoi est-ce que les preneurs d'otages voulaient que ce soit Didier Julia qui soit l'intermédiaire? Parce qu'apparemment, votre nom était célèbre et tristement célèbre, et donc il fallait... Pourquoi tristement célèbre? Parce qu'ici, vous avez conscience de ça quand même. On rigolait quand même beaucoup autour de vos interventions quand même. Vous passiez quand même, à l'époque, pour un charlot, Didier Julia. Oui, peut-être, mais... non, mais à l'époque... Peut-être, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais si vous voulez, actuellement, tout ceci est rentré dans le rang. Et... Non, mais expliquez-moi comment vous expliquez que ces principaux concernés-là, Robert Ménard, reporter sans frontières. Vous entendez ce qu'il dit? Oui, Robert Ménard a toujours critiqué, mais Robert Ménard n'a jamais été sur le terrain voir ce qui s'y passait. Il est allé sur le terrain, Robert Ménard. Non, Robert Ménard, par conséquent, il faut voir les gens qui étaient directement concernés. Serge July, il est allé sur le terrain plusieurs fois. Oui, mais Serge July, quand il est allé sur le terrain, on ne peut pas dire que ça a été très créatif, n'est-ce pas? Serge July a fait quelque chose de très dangereux.
dont personne ne parle et qui est très curieux. Il a été trouvé les membres d'un gouvernement, notamment Hoshyar Zebari. C'est un ministre américano-irakien. Et le simple contact avec un américano-irakien de la part de Serge July mettait en péril la vie de Florence Aubenas. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mis la vie de Florence Aubenas en péril? Absolument pas, mais pas du tout. Jamais? Mais jamais. Est-ce que vous regrettez au moins un certain nombre de dérapages sémantiques quand vous dites, par exemple, il va falloir me brûler dans un four crématoire parce que Barnier, ministre à l'époque, n'a pas fait son travail? Comment un four crématoire? Oui, c'est ce que vous disiez à l'époque à Libération le 30 décembre 2004. Non, jamais. Je n'ai jamais fait d'interview à Libération. Mais je vous ferai remarquer une chose. Vous avez cité Barnier, mais vous ne vous interrogez pas pourquoi Barnier n'est plus ministre des Affaires étrangères. Entre-temps, il s'est passé tellement de choses, il n'est pas responsable du référendum, ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir non plus avec le référendum. Monsieur Julia, dans toute cette affaire, quelles étaient vos motivations finalement? Eh bien, écoutez, je vais vous dire franchement, quand vous avez un cargo ou un bateau de pêcheurs qui sombre au large des côtes de Bretagne et que vous êtes au bord de la mer, que vous êtes vous-même un pêcheur, que vous connaissez la mer, vous allez les chercher, les rescapés s'il y en a, sans poser de questions, même si vous n'êtes pas le bateau officiel de secours en mer. Je suis l'un de ceux qui connaît le mieux l'Irak et l'intérieur de l'Irak, qui a beaucoup d'amis en Irak, et donc j'y suis spontanément allé parce que mes amis irakiens, que ce soit Abou Assir ou d'autres, m'ont appelé en me disant « Écoute, viens, tu pourras avoir de bons contacts et les sortir de là. » Pour terminer, la suite est dans le livre. Vous écrivez « L'État français aurait payé une rançon d'un montant de 8 millions d'euros ». Marc Faucheux, vous avez des preuves de ce que vous avancez? Alors, l'histoire, et peut-être qu'on ne s'attarde peut-être pas sur l'essentiel de cette histoire. Il y a un franco-irakien que j'ai nommé 3 fois déjà. On a entendu, qui est à Rungis, qui est franco-irakien, qui a pris des risques monumentaux, et des personnes sur place, Cheikh Majid Al-Gaod, notamment Abou Attir, qui a perdu sa maison après la libération de Florence Aubenas. Ce sont des gens qui ont risqué leur vie. Ce sont des gens qui ont pris tous les risques pour obtenir la libération de Florence Aubenas. Ces gens-là n'ont jamais été remerciés par le gouvernement français. Le gouvernement français qui sait exactement, et notamment le Quai d'Orsay, exactement ce qui s'est passé. Et c'est là le problème. Et sur la rançon, vous avez des preuves de ce que vous avancez? Il y a une négociation qui a duré près de 2 mois. Pendant 2 mois, les chiffres ont varié. Et là, les 8 millions d'euros, vous avez des preuves de ce que vous avancez? Les 8 millions d'euros font partie, comme du reste, l'échange avec le diplomate libyen, font partie... ce sont des éléments concordants qui permettent de le dire, évidemment. La suite est dans votre livre, au moins pour avoir une réflexion. Le dessin, bientôt je ferai libérer Saddam Hussein. Le dessin, Irak, l'histoire secrète de la libération des otages, c'est Hugo Doc. Je voudrais vous dire une chose. Terminez, s'il vous plaît. Vous m'avez invité ici et j'y suis venu pour une seule raison. Dites-moi. C'est parce que... Vous avez lu le livre avant et vous avez vu que... Non, c'est pas ça. J'y suis venu essentiellement parce que les Irakiens, qui sont des amis de la France, et il y en a beaucoup à Bagdad, il y en a beaucoup à Al-Karma, qui aiment beaucoup la France et qui ont participé à la libération notamment de Florence Aubenas, ont été très maltraités. Abou Assir, dont personne ne connaissait le nom, seuls les services français connaissaient le nom, a vu sa maison détruite par les roquettes américaines. Ce qu'a dit Marc Faucheux. Oui, et donc je me suis engagé à l'égard d'eux, à le dire, à les défendre, et d'ailleurs nous faisons tout pour leur venir en aide. Donc vous voulez dire que le gouvernement français est ingrat aujourd'hui ? Le gouvernement français non seulement est ingrat, mais les services français se sont mal comportés en divulguant et en brûlant leurs sources, les sources que nous leur avons données. Et ça, je ne... Aujourd'hui, il y a une commission d'enquête sur ce que vous racontez, ça va pouvoir être prouvé, ou alors c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre? Il y a une commission d'enquête? Mais non, il ne peut pas y avoir de commission d'enquête. Moi, j'ai voté pour la commission d'enquête. Mais vous savez très bien que comme il y a une instruction judiciaire et que j'ai 2 collaborateurs qui sont mis en garde à vue, ou plutôt en examen, eh bien, on ne peut pas faire une commission d'enquête. Vous avez vu le juge, vous? Mais non, le juge ne m'a jamais convoqué. Vous avez une immunité parlementaire, de toute façon. Non, mais peu importe. J'ai fait savoir au juge que j'étais prêt à le rencontrer. Et vous seriez prêt à faire lever votre immunité parlementaire? Je ne sais pas si c'est légal, il n'y a aucun problème. Vous pourriez faire lever votre immunité? Mais il n'y a aucun problème. Très bien. Il n'y a aucun problème. Merci. Juste ajouter une dernière chose. On termine vraiment, s'il vous plaît. C'est important de dire que dans le livre, on fait aussi la démonstration du lien qu'il y a entre les 2 histoires. Ça, c'est très important. Quelles 2 histoires? Entre Bruno et Chénaud et Florence Aubenas. Avec Hussein Hanoun, qui est l'homme qui amène la preuve de vie de chez Bruno, qui va se faire enlever au mois de janvier un peu plus tard. Ça, c'est important aussi de voir qu'il y a Pour alimenter la réflexion, le livre de Marc Faucheux, Irak, l'histoire secrète de la libération des otages, chez Hugo Doc.